pense que le risque réel pour l'Algérie, ce sont les aéroports en provenance vers l'international. Plus que vers le sud. Parce que dans le sud, vous avez, tel qu'il a dit, vous avez la physiologie de la maladie, vous ne pouvez pas avoir un malade qui va traverser le malade. Le risque, vraiment, il faut vraiment un temps pour que le malade passe une frontière et arrive dans une localité urbaine où il y a une structure qui peut le détecter pour qu'il arrive à le détecter. Par contre, au niveau international, en 2 heures, en 6 heures, en 8 heures, vous pouvez faire Libéria, Madrid, Bahreïn, revenir sur Alger, et ça c'est une menace. On peut faire le tour du monde en 36 heures. Exactement. Donc ça reste possible. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer? Par contre, il faut, si vous permettez, il faut insister sur, il faut prendre le temps pour parler de l'aspect d'hygiène. Parce que l'hygiène générale va vous permettre d'englober, de contrôler une épidémie de plus de 50%. L'hygiène fait pas du basique, et le lavage des mains fréquent. Vous savez, il y a des médecins qui étaient en République du Congo. Quand on se posait, écoutez, il a un des co-découvreurs du virus Ebola, quand il lui a dit, écoutez, en 1976, vous avez reçu des prélèvements dans des thermos, et pourtant, il n'y avait pas de mesures qu'on connaît maintenant. Eh bien, il disait, il arrivait que dans l'heure, on se lave les mains 6 fois. Parce que quand on n'a pas de moyens, on se tourne vers les moyens basiques. Eh bien, il va vers l'heure 6 fois. Si vous faites sur 24 heures, il doit avoir centaines de fois laver les mains. Et ça, c'est des données scientifiques qui prouvent que l'observance du lavage des mains permet de contrôler, de diminuer une dynamique d'une épidémie qui peut aller jusqu'à 50%. Il faut généraliser ça. Il faut généraliser, il faut rappeler. Maintenant, on a la chance de développer des solutions, des décontaminants, des solutions qui décontaminent, et des produits décontaminés qui ont prouvé leur efficacité dans toutes les maladies qui sont passées. Et ça, il faut revenir vers ce truc-là, il faut reformer ce truc-là, rappeler les notions de base qui vont servir d'une manière dont on ne peut pas s'empêcher, vont aider à contrôler les épidémies. Parce que vous avez beau faire une tenue de protection, faire un masque qu'il faut. Si vous ne lavez pas les mains, si vous n'avez pas une hygiène, eh ben on envoie la protection, vous contaminez. On a une petite question. Il y a des théories conspirationnistes au sujet de l'Ebola, quand il a été fabriqué. Qu'en pensez-vous en tant que spécialiste? Vous savez, quand il y a apparition, on a eu ça en H1N1, on a eu ça en H5N1, quand il y a apparition d'un agent pathogène dont on n'a pas d'arme thérapeutique et l'OMS commence à faire bouger les choses pour trouver un vaccin, tout le monde dit, voilà, en fait, cette pathologie a été médiatisée afin de permettre à l'industrie de mettre en place un vaccin avec toutes les enjeux commerciaux qui vont derrière. Ça c'est des discussions récurrentes qui viennent à chaque fois qu'il y a un problème. Mais le problème qui existe, quel est l'impact de cette médiatisation ou de si je n'aime pas, de ces rumeurs sur le nombre de décès ou sur l'évolution d'une épidémie? Vous êtes obligé de sauver des morts, vous êtes obligé de sauver des malades. Ça n'empêche pas certes d'en discuter sur ça, mais ça reste quand même des discussions qui doivent se faire en second plan par rapport à un plan d'action sur le terrain. Parce qu'il y va de la sécurité mondiale, il y va de la sécurité des patients qui sont sur place. On a vu le ton grave sur lequel la directrice générale de l'OMS avait annoncé, on se rappelle, au mois d'août. Oui. Hein, c'était vraiment un ton assez grave. Oui. Aussi, il y a d'autres lectures à faire qui sont importantes. Vous êtes dans une conjoncture mondiale actuelle qui est faite de conflits et qui est faite d'un déploiement d'armement partout. Attention, vous êtes en face d'un virus contre lequel un traitement qui peut représenter potentiellement une arme qui peut être dangereuse. Et donc ça, c'est pris par les pays très au sérieux, par les pays qui sont développés, parce que c'est une menace potentielle pour la sécurité, y compris des nations. D'autres questions? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. D'accord. Sarah, je prépare un concours pour rentrer à Sciences Po. D'accord, avec Paris.
Alors vous avez dit que l'Algérie a activé un dispositif pour se prémunir contre cette épidémie. Comment jugez-vous les mesures prises par l'Algérie? C'est un dispositif, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un dispositif qui existait déjà, que ce soit pour le H1N1, pour le SRAS, pour le coronavirus. C'est un dispositif qu'on peut aménager. Je dis coronavirus transmission aérienne, ici il n'y a pas de transmission aérienne, donc il faut adapter les moyens de protection, il faut adapter la formation des gens aussi, qui est importante. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de dispositif infaillible dans le monde. Même les USA n'ont pas un dispositif infaillible. Il y a un dispositif qui est mis en place. Il faut maintenir la vigilance, mettre les moyens, former les personnels, informer la population. Je disais tout à l'heure, pour ne pas créer la psychose, la panique au niveau des populations, et informer les populations sur les modes de transmission, sur les moyens de prévention. Donc c'est tout ça un dispositif. Hein. Donc se préparer, donc à prendre en charge des cas, se préparer à faire la recherche des sujets contacts, se préparer à former les personnels de santé, se préparer à acquérir de plus en plus de moyens de protection sophistiqués et faire, donc mettre en place, je vous ai dit, on a un comité d'experts qui se réunit régulièrement pour évaluer la situation dans le monde et évaluer même notre dispositif et essayer d'améliorer au fur et à mesure. Je pense que vous avez bien fait de parler d'évaluation parce qu'on ne peut pas, face à ce genre de maladie infectieuse, on ne peut pas être prêt. Ça, c'est évident. En fait, c'est votre capacité à réagir, c'est la réactivité d'un dispositif qui fait la force d'un dispositif. Est-ce que vous réagissez? Par exemple, on a vu aux États-Unis un malade qui est venu et qui a été 2 fois renvoyé chez lui pour qu'à la 3e fois on trouve que c'était l'Ebola. Et ça, c'est des leçons qu'on apprend. Vous ne pouvez pas le prédire avant. Vous vous dites, voilà, on a les structures qu'il faut, on a la capacité de réagir, mais vous pouvez faire face en temps réel à des problèmes auxquels vous ne vous attendez pas. Mais la force, c'est de savoir maintenant, qu'est-ce que je vais faire. Maintenant, par exemple, aux États-Unis, le Centre de contrôle des maladies a demandé à ce que, face à des cas confinés, que lui intervienne, parce qu'il a perçu qu'en fait, au niveau de la formation, il y a des trucs à revoir pour essayer d'être plus rapide dans le dispositif. On pourra dire qu'on est pris, mais il pourra y avoir des failles. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir détecter les failles et de former les gens pour faire face à ces failles-là très vite. Est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, on va dire que tout le personnel médical, même dans le privé, je parle d'un simple cabinet médical, d'une clinique, on est prêt à faire face à un éventuel cas? C'est-à-dire, schématisons, un médecin qui travaille dans un cabinet privé ou une clinique privée, un cas se présente à leur niveau et on détecte éventuellement que c'est les symptômes, on va dire les signes avant-coureurs du virus Ebola. Que doit-on faire? Comment on va l'évacuer de cette structure vers un hôpital, on va dire, équipé? Pour Alger, par exemple, c'est le Qatar. Comment ça va se faire concrètement? En fait, je vais laisser un mot, je vais laisser le dispositif. L'armature, la structure d'un dispositif s'articule autour de la prise en charge d'un cas, c'est-à-dire on sait que ça va être un poste frontalier, un cas importé par l'aéroport. La structure, le squelette d'un dispositif, c'est les centres de référence. Mais avant d'arriver au centre de référence, comme vous l'avez dit, un patient il peut consulter dans un hôpital de proximité, rien n'empêche, ou dans un hôpital. Maintenant, dans les hôpitaux, à travers les décisions, les instructions qui ont été faites par le ministère de la Santé et qui mériteraient d'être renforcées et mieux accompagnées, va diriger ce malade-là vers les centres de référence. Ces centres de référence-là aussi vont avoir des lits, ça a été montré, des dispositifs qui ont été préparés pour accueillir des malades Ebola, mais cela n'empêche pas aussi qu'il y a une formation continue. Parce que il y a toujours, on m'a dit, des failles. Par exemple, vous avez une tenue de protection, vous allez recevoir un médecin qui va vous dire, écoutez, moi j'ai la tenue de protection, mais je n'ai pas pu la mettre. Ça, ce n'est pas du ressort du ministère de la Santé, dans son temps. Il faut qu'il y ait des efforts à l'échelle opérationnelle du terrain,
un responsable d'un service, un responsable de laboratoire, doit, d'après la formation ici, former son personnel pour accueillir. Il ne faut pas attendre que le ministère vous dire, écoutez, habillez comme ça.